Alors, nous écoutons à présent Madame Marie-Laure Gamet. Bonjour et merci beaucoup de tout ce travail pour cette audition publique. Et voilà. Alors, je travaille comme médecin praticien hospitalier au CHU de Lille. Alors, j'espère que les micros, parce que je ne suis pas grande. Voilà. Donc, les liens d'intérêt et le plan simple d'où l'on part, où l'on est, où l'on va. Alors, d'où l'on part? De l'observation des adolescentes victimes de violences sexuelles dans les années 90. Et le concept de santé sexuelle de 1974 résonne. Alors, pour poursuivre les préconisations de l'OMS en matière d'éducation à la sexualité, d'abord, c'est se former dans ce domaine pour aller travailler dans les collèges, les lycées, et puis aussi commencer l'ébauche de la réflexion sur le soin, puisque je pars aussi de la médecine d'urgence et de catastrophe. À partir de 2003, à la demande de la PJJ, c'est s'intéresser aux mineurs auteurs de violences sexuelles et observer pour voir aussi leur parcours de vie très complexe, du désarroi des professionnels dans leur ensemble, et puis là, évidemment, les connaissances acquises sur le développement sexuel, sur la sexualité résonnent, avec toutes ces approches. Voilà, il faut empiler ces données-là et puis se dire qu'est-ce qu'on fait, sachant que la définition du comportement sexuel responsable de l'Association mondiale de sexologie de 2000 et de l'OMS apportait aussi de la matière, je le dis, avec la loi de 1998, réfléchir, travailler pour voir comment, au niveau individuel, interpersonnel, communautaire, on pouvait réfléchir à ce concept de santé sexuelle qui continuait, lui, de se définir en disant c'est l'expérience d'un processus continu de bien-être physique, psychologique, socio-culturel pour ce qui concerne la sexualité, et que cette santé sexuelle est fondée sur l'expression libre et responsable des capacités sexuelles qui renforcent le bien-être personnel et social et enrichit la vie individuelle et sociale. Et évidemment, pour atteindre ces objectifs, il faut s'assurer que les droits sexuels de tous les individus sont reconnus et soutenus. Voilà. Donc, pour ces jeunes pris dans leur globalité, qu'est-ce que ça voulait dire santé sexuelle? D'où l'on part? Eh bien, donc l'ébauche d'une sexothérapie là, de type CCC aussi pour ces jeunes, bien sûr, mise à l'épreuve de tout le travail en réseau indispensable avec tous les professionnels, une démarche de care et toujours observer pour voir que l'âge diminue, qu'on a des expositions à tout un tas de supports X violents qui augmentent. Les discours des jeunes aussi évoluent dans nos séances d'éducation à la sexualité en lycée-collège. Et bien sûr, la problématique des CSP, des enfants de 12 ans et moins qui apparaît. Et il faut continuer de s'interroger avec les travaux des neurosciences, etc. Donc on agit à l'interne dans un département, la Marne, et tout cela pour arriver à 2012, évaluer l'enjeu de la médecine sexuelle, parce que des collègues psychiatres et pédopsychiatres avaient commencé à parler de cette intervention avec ces mots, médecine sexuelle, et évidemment ça existait dans la littérature, mais pas sur ce sujet des violences sexuelles. Alors, donc, à partir de 2012, où l'on est, c'est à l'unité régionale de soins aux auteurs de violences sexuelles du CHU de Lille, qui appartient au CRI AVS, bien sûr, Nord-Pas-de-Calais, et qu'à partir de sa posture à la fois de centre de formation, mais aussi de centre de soins, mais on va mettre la sexologie à l'épreuve, si je peux le dire ainsi, de toute la prise en charge transdisciplinaire à l'URSSAF, avec les CMP, puisque l'URSSAF n'intervient qu'en seconde ligne. C'est les CMP de secteur et tous les services de pédopsychiatrie et psychiatrie qui sont là en première ligne. Et bien sûr, avec tout le travail de réseau. Donc, le sanitaire évalue cette prise en charge sexo et finalement, on va se rendre compte que la sexologie, des fois, elle permet aussi de rassembler, de mettre des mots sur ces phénomènes complexes des violences sexuelles, sur le développement sexuel et peut-être de mieux, des fois, permettre la visibilité, comme ça a été très bien dit.
Donc voilà, elle tient aussi cette approche sexo, des fois sa promesse d'amener des jeunes aux soins quand ils refusent beaucoup de choses ou quand ils ne veulent pas parler des faits. Voilà, donc et comme en même temps on observe le terrain et qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'expositions à tout un tas de choses dans ce contexte de révolution numérique, eh bien, encore une fois, c'est mettre des mots. Et puis la question des CSP qui émerge de plus en plus. Et à la demande de services de pédopsychiatrie, eh bien, il faut aussi s'intéresser au sujet. Alors, en 2019, vous voyez, l'URSSAF est accablée parce que de plus en plus, il y a eu des demandes pour les enfants de 12 ans et moins, alors que pour les adolescents, les demandes explosent aussi. Et donc, il faut faire des constats. L'URSSAF est probablement, et même apparaît pas comme le cadre le meilleur, d'autant que ces termes URSSAF stigmatisent des enfants. Mais en même temps, ça valide l'hypothèse de l'AXA que probablement il ne faut pas considérer ces enfants comme des auteurs. Donc là, c'est toute la réflexion avec l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger que pilote le docteur Matthews. Et évidemment, c'est un nouveau défi parce que le concept de santé sexuelle, tout ça, ce n'est pas très connu en pédiatrie. Donc là aussi, il faut des définitions qui rassurent. Le développement sexuel est un processus naturel qui commence avant la naissance. À partir de composantes innées, il consiste à acquérir progressivement dès l'enfance et en cours d'adolescence des capacités permettant à un être humain, après les transformations pubertaires, de s'inscrire dans l'apprentissage d'une sexualité personnelle relationnelle. Le développement sexuel des enfants et des adolescents doit être protégé et respecté dans une vision positive et cohérente avec leur processus de maturation globale pour atteindre en tant qu'adultes les objectifs de la santé sexuelle. Voilà, alors cette offre de soins, aujourd'hui, finalement, dans tout ce cadre que nous avons développé, elle apparaît nécessaire, je vais le dire comme ça, à condition, bien sûr, d'être basée sur l'ensemble des éléments scientifiques disponibles. Et vous voyez, bon, voilà, les mots, encore, toujours, l'identité sexuelle, on ne va pas parler de ça pour des enfants de 3 ans ou 6 ans, non, c'est une dimension des termes qu'on va utiliser pour les adultes et pour comprendre que l'adolescence, c'est évidemment aussi une période charnière. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui entre l'URSSAF pour les adolescents auteurs, l'UAPED pour les 12 ans et moins, c'est qu'au fond, ces enfants, ils relèvent de soins. Alors, attention, parce que, évidemment, on va le voir, on inclut des jeunes aux situations complexes. Ce sont des unités de deuxième ligne. Bien sûr, l'offre de prévention primaire est tout autant indispensable, et parce que, finalement, les sexologues et autres acteurs de santé sexuelle sont développés. Je passe sur cette diapo, mais juste ces modèles de sexothérapie. Au fond, ce qui est aussi important, c'est de dire que, bien sûr, ces jeunes, à partir de la puberté, l'enjeu, c'est aussi qu'ils comprennent ce que ça veut dire qu'avoir une réponse sexuelle physiologique. Les premières éjaculations, ce n'est pas la même chose que les premières règles, et qu'il va falloir que ces jeunes, leur processus d'élaboration, quand malheureusement il y a eu aussi tout un tas de choses qui ont pu fracasser leur développement sexuel, eh bien, on s'assure qu'ils puissent avancer dans tout ce processus de soins où il y a une conscientisation de tout ce qui peut se passer. Donc, le parcours de soins pour les adolescents auteurs, le voici. De la prise en charge initiale, l'évaluation diagnostique, la thérapie, comment elle va se passer, et puis des prises en charge relais pour les situations inscrites dans la durée, tout cela intégré à tout le travail de soins et le travail de réseau du cadre global. En pédiatrie, la même chose, sauf que là, évidemment, vous le comprenez bien, ce sont des enfants. Le travail s'articule avec la pédiatre pour, dans un premier temps, évaluer ces enfants, voir ce qu'il en est de leur reconnaissance de leur propre corps et comment, quand ils ont des CSP, je le redis, des CSP complexes envahissants, comment on va pouvoir, là aussi, évaluer, évidemment sans effracter, vous vous en doutez, et puis les prendre en charge en soins. Voilà, alors les acteurs de santé sexuelle, ils sont des professionnels de santé, mais il y a aussi des non-professionnels. Donc c'est avec tous les enjeux éthiques de la protection de l'enfance, de 0 à 17 ans.
Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les adolescents relèvent de soins sexologiques et non d'éducation à la sexualité, d'ailleurs comme les victimes, et que bien sûr les soins sexologiques, ce sont des professionnels de santé sexologues qui doivent s'intégrer dans un parcours de soins dédié en fonction de leur profession initiale. Sexologue, c'est un qualificatif. Alors j'ai dressé des pyramides je vais terminer, pour les AAVS. Vous voyez, avec ces notions de soignants primaires, mais aussi des autres professionnels formés en éducation du développement sexuel, des soignants secondaires, des soignants experts. C'est la même chose pour les CSP, encore une fois, à partir de là où nous en sommes dans ces expériences. Voilà, les enfants CSP, vous voyez, ça donne ce type de dessin. C'était peut-être important. Ah ben voilà, il y avait... Voilà. Merci beaucoup. Alors, la commission. Merci Marie-Laure pour ton rapport et ta présentation. Alors, il y a une question qu'on voulait te poser et là, ça fait un peu... Enfin, on a des interrogations. On voulait te poser la question sur cette notion d'EVAR et d'EVAR qui pose énormément de problèmes aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser prioritairement en prévention secondaire ? Parce que tu parles du soin sexologique, ok, mais il y a toute cette notion d'apprentissage. Qu'est-ce qui pourrait être une préconisation ? Et c'est là que vous aviez soulevé le terme de psychoéducation. Alors peut-être il faut dire sexo-éducation. Et c'est vrai que dans le rapport, j'ai essayé de démontrer avec des situations cliniques comment cet enjeu pour des jeunes, par exemple, qui ont des troubles psychiques, où est-ce qu'on va développer tout cela ? Dans les CMP, c'est l'enjeu de mes petites pyramides, là, de voir comment entre les CMP, notamment avec des infirmiers formés, autour de, peut-être en DU de sexologie, comme ça commence à se faire. En Nord-Pas-de-Calais, on a de plus en plus d'endroits où il y a des personnels formés pour pouvoir s'occuper de ces jeunes et prévenir. Voilà. À distinguer l'éducation à la sexualité telle qu'Evars le définit avec son programme complet, ou peut-être, moi je dirais juste la réponse sexuelle seulement en classe de terminale, ça me paraît un peu lointain. Je pense que c'est avant qu'il faut en parler aux jeunes. Moi je l'ai fait pendant des années avec des classes de 3e et c'était performant pour que les filles et les garçons comprennent ce qu'ils deviennent avec cette puberté et que face à l'expérience grandeur nature qui a été menée, d'exposition dans tous les... Madame Hernandez l'a bien démontré hier, il faut absolument qu'on se soucie de transmettre de l'éducation en prévention primaire. Ça, c'est tout l'enjeu des VARS. Et en prévention secondaire ? En prévention secondaire, pour les victimes, là aussi, des parcours de soins, à mon avis, il faut renforcer pour la prévention secondaire. Et puis, c'est pour ça que pour les adolescents auteurs, eux, on va dire des parcours de soins dédiés autour de leur santé sexuelle. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque à aller trop rapidement du côté de la sexualité avec des mineurs auteurs de violences sexuelles ? Alors, ça, c'était quand je suis arrivée à l'URSSAF, et d'ailleurs la question s'était déjà posée, c'était de dire, ce qu'on entendait beaucoup, les violences sexuelles, c'est peut-être pas une question de sexualité, et que peut-être il ne fallait pas y aller, et qu'il y avait peut-être du danger. Pour les victimes, j'avais entendu, peut-être elles se mettront encore plus en risque, il y aura plus de grossesse. Puis on avait constaté que non, que ces jeunes, même souvent, s'apaisaient à la fois dans leur conduite sexuelle, mais aussi dans des phénomènes d'agressivité, etc. Et chez les auteurs, on a constaté les mêmes choses. C'est pour cela que... je pense qu'aujourd'hui, vu comment le travail a été évalué avec les services de santé mentale, je pense qu'on n'en est plus là. Je vais oser le dire comme ça. À condition, bien sûr, qu'on soit dans le cadre éthique et qu'il y ait des formations vraiment bien
eh bien cadré. Et ça, c'est tout l'enjeu des sociétés savantes de sexologie, du collège qui pilote les DU de sexologie, parce que je rappelle qu'en France, il n'y a pas de chaire ni de santé sexuelle, ni de médecine sexuelle, enfin ni de sexologie, tout simplement. Hein. Donc, bien sûr qu'il y a des cadres à créer encore, mais au vu déjà de ce qu'on peut observer et faire sur le terrain, on a de quoi répondre quand même. Et il y a quand même la chaire de santé sexuelle. Eh bien sûr, d'ailleurs. Donc tu ne peux pas dire qu'il y en a bien sûr, bien sûr. Non, mais je l'incluais dans toutes les sociétés savantes. Hein, parce que... Alors, une première question. Oui, allons-y. Merci pour votre présentation. Donc, vous travaillez au CHU de Lille, qui est donc un centre hospitalo-universitaire. Oui. Comment vous formez les praticiens en santé, donc les médecins, les écoles paramédicales et les praticiens qui sont au-delà du monde de la santé, à avoir une bonne connaissance de l'ensemble de cette problématique? Alors, il y a des formations qui sont centrées sur le développement, sur l'éducation à la sexualité ou à la santé sexuelle. L'AIUS mène aussi des formations pour tous ces professionnels. Il y a des DU qui se sont créés maintenant. Et puis, il y a les DU de sexologie qui forment les professionnels de santé en sexologie. J'entends dans la formation initiale. Ah, dans la formation initiale. Alors, oui, maintenant, il y a des modules santé sexuelle pour les étudiants en médecine. Et puis, je pense qu'à terme, dans un court terme, on va développer d'autres formations pour les médecins, parce qu'on a une demande de médecins pédopsychiatres, de médecins pédiatres, de médecins généralistes de plus en plus. Enfin, voilà, on va continuer de penser l'offre de formation, bien sûr. Merci. Une question là-bas. Alors. Oui, madame. Le micro est à côté. Bonjour, docteur. Prévoyez-vous pour les étudiants en médecine des modules intitulés violences sexuelles? C'est déjà, c'est de plus en plus inclus. Je pense que les étudiants d'aujourd'hui sortent avec beaucoup plus de bagages sur le sujet qu'avant. Non, mais est-ce que les modules existent? À Lille, oui. À Lille, oui, mais pas partout. Alors, je ne peux pas dire exactement partout, mais enfin, je pense que les programmes se sont vraiment étoffés là-dessus. Et y compris pour situer ces violences avec les 3 types de santé, santé somatique, santé mentale, santé sexuelle. Donc il y a, de mon point de vue, une grande évolution. Enfin, depuis le temps que je suis sur le sujet, vous voyez, moi je l'ai vu, cette évolution, et c'est pour ça que je tiens à remercier les sociétés savantes, la chaire UNESCO, enfin, qui ont vraiment fait un travail de terrain alors que finalement, ce sont des associations, mais qui ont vraiment œuvré pour faire un très gros travail de terrain. Merci. Question là-bas. Oui, bonjour. Ma question rejoignait un petit peu la question de Martine Malençon. Je ne sais pas si c'était ça. Est-ce qu'il y a une question d'internat, un item d'internat, violence sexuelle et éducation à la vie affective, enfin prévention en santé sexuelle? C'est peut-être ça aussi alors, si on parle de formation primaire. Et moi, je me pose aussi la question de quelle place vous donnez aux médecins dans cette prévention sur les violences sexuelles ou c'est l'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle. Ma position, ce serait que les médecins, alors je passe, les médecins généralistes aussi, prennent une place plus importante concernant les conseils à l'éducation au sens large. Si on était idéaliste, est-ce que, comme on a réussi à mettre des choses sur les violences éducatives ordinaires au carnet de santé, est-ce qu'on pourrait impulser quelque chose sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle, enfin à l'EVARS, parce que ça casserait un petit peu ces débats et ces réactions qu'il y a des familles, les associations de parents contre cette EVARS, si c'est posé de façon... un petit peu institutionnel et aussi sur des décisions ministérielles de dire on le met dans le carnet de santé comme ça, il y a un message qui passe
qu'il y a une conviction qu'il y a un rôle des parents et de la société de faire de l'EVARS. Enfin voilà, j'ouvre un débat peut-être. Il y a, dans les DU de sexologie, nous avons de plus en plus d'étudiants qui ont fait des mémoires sur ces sujets-là. Ce sont des médecins généralistes ou d'autres spécialités qui ont fait des travaux pour que justement tout cela puisse désormais être inclus. Et c'est pour ça que dans mes pyramides, vous voyez les soins primaires, comment les soignants de terrain, ils ont un rôle fondamental. Les généralistes, bon, je pense que les pédiatres le faisaient peut-être davantage encore, mais voilà, qu'on est vraiment sur le terrain, déjà en matière de prévention, de repérage, de diagnostic plus précoce. Et voilà, ça avance. Et vraiment, je peux dire que ça a bien avancé pour qu'on diversifie l'offre de formation. Merci.